La Corée du Nord est le pays le plus fermé du monde. Kim Jong-il, surnommé le Cher Leader, gouverne comme un dieu roi. Il possède la 4e plus grosse armée du monde et du plutonium pour fabriquer des armes nucléaires. Nous allons entrer en Corée du Nord avec un homme dont la mission est d'aider les aveugles à retrouver la vue. Ici, nous attend un univers d'une conformité absolue, plein de guides officiels. Demain, vous quittez notre pays. Et d'horreurs inimaginables que les gens fuient au péril de leur vie. Nous allons essayer de comprendre à quoi ressemble vraiment la vie en Corée du Nord. « 1h45 du matin, 38e parallèle. La frontière entre les deux Corées, longue de 238 km, c'est la plus lourdement gardée du monde. Cette patrouille américano-sud-coréenne est constamment à l'affût d'agents infiltrés venus du Nord. Derrière ces clôtures, la Corée du Nord possède une armée d'1 million d'hommes. Et elle se trouve aujourd'hui à la tête d'armes nucléaires qu'elle peut utiliser ou donner à des terroristes. Ces soldats peuvent surveiller le moindre bruit et le moindre mouvement le long de la frontière, mais ce qui rend l'endroit si dangereux, c'est le flou sur ce qu'il y a de l'autre côté. La Corée du Nord est l'un des pays les plus secrets du monde. Un trou noir pour les services de renseignement. Certaines données élémentaires sont cependant connues. Le pays fait à peu près la même taille que la Grèce. Il abrite 23 millions d'habitants, une capitale de prestige, Pyongyang, et il est entièrement placé sous la coupe de Kim Jong-il. Le Cher Leader est un dictateur absolu, objet du culte de la personnalité peut-être le plus extrême de toute l'histoire. Kim Jong-il est le fils de Dieu en Corée du Nord. Michael Breen est un spécialiste de la Corée du Nord. Kim Jong-il est l'État. La question de sa capacité à gouverner ne se pose pas. Chacun est entraîné dès l'enfance à vénérer le Cher Leader, et aucune source d'information extérieure n'est autorisée. Les journaux et la télévision sont contrôlés par l'État. Internet n'existe pas, les téléphones portables sont interdits, et beaucoup ne savent même pas qu'on a marché sur la Lune. Joo Sung-il a fui la Corée du Nord. Il n'y a aucune liberté. C'est un pays qui fonctionne exclusivement sur le principe de la dictature. Je crois que personne ne peut comprendre la Corée du Nord sans y être allé. L'extrême isolement du pays l'a fait surnommer le Royaume ermite. Mais de l'autre côté de l'Asie, un homme projette de faire littéralement entrer la lumière dans l'obscurité nord-coréenne. Le chirurgien népalais Sanduk Ruit voyage à travers le monde pour fonder des cliniques des yeux dans les pays en développement. Le docteur miracle, comme l'appellent les médias, forme les médecins locaux à des techniques peu coûteuses et efficaces contre la cataracte. La Corée du Nord pourrait être son plus gros défi à ce jour. Ici, des milliers de gens deviennent aveugles parce qu'il manque des infrastructures médicales les plus élémentaires. Le nombre d'opérations pratiquées annuellement est très très faible, alors que le taux de cécité est l'un des plus élevés au monde. Ruit va se rendre en Corée du Nord pour opérer plus de 1000 personnes en moins de 10 jours. Sa mission est purement humanitaire. Ce que les Nord-Coréens ne savent pas, c'est que nos journalistes partent avec lui. Que pensez-vous de nos caméras, Dr. Ruit? Elles sont grosses. Vous les trouvez grosses? Je suis Lisa Ling, reporter à National Geographic. Nous nous faisons passer pour des membres de l'équipe médicale du Dr. Ruit. Nous allons filmer son travail et en profiter pour montrer à quoi ressemble la vie en Corée du Nord. Cette réunion dans une chambre d'hôtel de Katmandou est la dernière que nous pourrons avoir en privé.
Donc il y aura un Nord-Coréen qui nous accompagnera en permanence d'ici à Pyongyang. D'ici à Pyongyang et jusqu'au retour à Katmandou. Des guides officiels vont surveiller nos faits et gestes pendant toute la durée du voyage. Le docteur Ruit sait que notre caméraman sud-africain, Brian, et moi-même seront surveillés très étroitement. Nous serons suivis, Brian et moi? J'en suis certain. Il craint que les caméras attirent trop l'attention lors de notre entrée dans le pays. On peut les mettre là-dedans. Il nous demande de les emballer plus discrètement, sous le matériel médical. Et mettez du linge. À l'aéroport de Katmandou, un officiel nord-coréen examine nos bagages. Les précautions du docteur Ruit portent leurs fruits. Pas de problème avec les bagages. 2 accompagnateurs nord-coréens ont déjà un œil sur nous. Nous attendons anxieusement notre vol. Nous allons tous être surveillés de près. Il faudrait arrêter la caméra. Après plusieurs heures de vol, nous filmons à la sauvette l'arrivée en Corée du Nord. Les Américains ne sont pas les bienvenus ici. On me dit que je serai la seule dans tout le pays. Cette animosité à l'égard des États-Unis n'a pas changé depuis la guerre de Corée, il y a plus d'un demi-siècle. Ils les considèrent toujours comme des impérialistes et les tiennent responsables du partage de la Corée en 2. Au sol, nous découvrons pour la première fois la capitale, Pyongyang, que nous filmons en caméra cachée, un exercice difficile avec nos guides dans la voiture. Nous longeons des autoroutes à 12 voies, pratiquement vides. Les images du cheerleader sont partout. Les habitants de Pyongyang sont les privilégiés du régime. Le gouvernement récompense ses sujets les plus loyaux en les autorisant à vivre ici. À moins d'être un responsable de haut rang, il faut un permis pour se déplacer où que ce soit dans le pays. On nous a confisqué nos téléphones portables. Nous nous sentons totalement coupés du monde extérieur. À l'hôpital, des centaines d'aveugles attendent déjà. Comme on nous croit venus faire un reportage sur la technique médicale du Dr Ruit, on nous permet de filmer à l'intérieur. Nous espérons ainsi voir ce qui se cache sous la propagande habituellement servie aux étrangers. Cet hôpital est sans doute le plus sophistiqué du pays. Beaucoup de ces appareils de pointe ont été offerts par d'autres nations, mais peu de médecins savent s'en servir. Ça vient d'Amérique. Iris. Le gouvernement a laissé venir le Dr Ruit et son équipe parce que cela permet à Kim Jong-il de bénéficier de services pour son peuple. Notre équipe a dû apporter la plus grande partie du matériel et des fournitures. Et puisque les pannes d'électricité sont courantes, même ici dans la capitale, nous avons apporté notre propre groupe électrogène. Nous ne pouvons rester que 10 jours durant lesquels le Dr Ruit espère opérer plus de 1000 aveugles. Pour que la mission soit réellement fructueuse, il va former des chirurgiens nord-coréens qui poursuivront son travail après notre départ. Vu le niveau médiocre des chirurgiens, il faut beaucoup de programmes de formation. Nous sommes impatients de nous mettre au travail, mais nos accompagnateurs veulent d'abord nous montrer leur version de la Corée du Nord. Nous commençons à avoir une idée de ce que l'on ressent dans la poigne de fer de Kim Jong-il. Dans notre hôtel, tous les livres sont signés d'un même auteur. Le père de Kim Jong-il, Kim Il-sung, fondateur de la Corée du Nord. J'espère que nous allons découvrir à quoi ressemble vraiment la vie ici, mais Kim Jong-il contrôle tout. Et les rares étrangers à qui il permet d'entrer se voient présenter une image idéalisée du pays, comme dans ce documentaire hollandais intitulé « Un jour dans la vie ». Dans cette scène, une mère emmène sa fille à l'école en lui chantant des comptines. Elle part ensuite travailler à l'usine de vêtements, un véritable paradis des travailleurs.
Enfin, elle rentre chez elle pour savourer un copieux repas. Prends une crêpe. Tu devrais la manger avec de la sauce de soja. Le film ne présente qu'un bonheur de façade, parce qu'ici l'image est reine. Et la Corée du Nord déploie des efforts considérables pour présenter son meilleur visage au monde extérieur. Depuis la Corée du Nord, on voit le village frontière sud-coréen de Taesongdong. Il est dominé par un mât porte-drapeau de 100 mètres de haut. À 2,5 km de l'autre côté de la frontière, le village nord-coréen de Kicheongdong a voulu rivaliser. On y a donc élevé un mât porte-drapeau de 160 mètres, le plus haut du monde. Et la ville elle-même n'est pas ce qu'elle paraît être. Dans ce village de propagande, la plupart des bâtiments ne sont que des coquilles vides, construites pour inciter les Sud-Coréens à venir s'installer dans ce paradis qu'est le Nord. La métaphore est parfaitement appropriée. En Corée du Nord, les apparences sont souvent trompeuses. Après nous avoir laissé filmer à l'intérieur de l'hôpital pendant plusieurs jours, nos guides nous emmènent dans un parc, en nous permettant d'emporter nos caméras. Un banc attire l'attention de notre caméraman. Pourquoi est-il sous verre? Pardon? Pourquoi est-il sous verre? Notre peuple veut le protéger, qu'il ne s'abîme pas. Ce banc est spécial. Kim Il-sung en personne s'y est assis. Bien, monsieur Park, très bien. Dans les rues de Pyongyang, notre caméraman veut photographier une statue du grand leader. Elle est tellement immense qu'il doit s'allonger par terre pour pouvoir la prendre en entier. Mais notre guide nous fait savoir que c'est une erreur. Une grosse erreur. Non. Personne, aucun étranger n'a le droit de s'allonger devant la statue de notre grand leader. J'ai peur. Demain, vous quittez notre pays. Il ne mettra pas sa menace à exécution. Nous avons le grand leader dans nos cœurs. Si vous vous allongez... Mais il est clair que les Nord-Coréens nourrissent toujours de l'animosité envers les étrangers, plus de 50 ans après la fin de la guerre. En 1910, la Corée est colonisée par le Japon. Cette sanglante occupation met fin à plus de 1000 ans de souveraineté et constitue pour les Coréens une importante source de honte. Le Japon perd la Corée pendant la Seconde Guerre mondiale. Le pays se trouve alors partagé entre le Sud, soutenu par les Américains, et le Nord communiste, appuyé par la Russie et dirigé par un jeune rebelle du nom de Kim Il-sung. En 1950, Kim Il-sung envahit le Sud pour réunifier le pays. Et les États-Unis jettent toutes leurs forces dans la lutte contre l'expansion communiste. La guerre de Corée fait 4 millions de morts et compte parmi les plus brutales que le monde ait jamais connues. En l'espace de 4 mois seulement, les États-Unis déversent ainsi près de 4 millions de litres de napalm. 18 des 22 plus grandes villes du Nord sont à moitié rayées de la carte. En 1953, après 3 ans de combat, la Corée reste partagée en deux, en suivant pratiquement le même tracé qu'avant le début des hostilités, le long du 38e parallèle. On pense souvent que la guerre a pris fin il y a plus de 50 ans, mais aucun traité de paix n'a jamais été signé. Aujourd'hui, cela fait plus de 19 000 jours que cet interminable cessez-le-feu est en vigueur. La zone de sécurité conjointe à la frontière est le seul endroit où les forces nord-coréennes se tiennent tout près du reste du monde. D'un côté de ce cordon en béton, il y a la Corée du Nord. De l'autre, les forces conjointes américano-sud-coréennes. Le moindre frémissement est surveillé. Aucun des deux côtés ne veut bouger un petit doigt. Et aucun ne l'a fait depuis plus de 50 ans. Dans cet endroit unique au monde,
Chaque pays se montre sous son meilleur jour. Le Nord n'y affecte que des officiers de haut rang et bien nourris. Le Sud n'y place que des hommes mesurant au minimum 1,77 m. Mais un seul des deux côtés craint que ses soldats puissent faire défection. Voyez comment ils sont disposés du côté nord-coréen. 2 soldats se surveillent mutuellement au cas où l'un d'eux voudrait fuir. Et leur supérieur fait face au nord pour s'assurer que personne ne descendra l'escalier pour passer au sud. Dans la DMZ, tout le monde est considéré comme l'ennemi. Ju Sung-il était un officier nord-coréen. Qu'il s'agisse d'un civil nord-coréen, d'un soldat ou d'un transfuge sud-coréen, on devait tuer sans poser de questions. Sous cette surveillance constante, personne ne peut traverser. Et passer la frontière en un autre point de la zone démilitarisée, la DMZ, est pratiquement impossible. La DMZ est une zone tampon large de 4 km qui court sur 238 km le long de la frontière entre les deux Corées. Avec plus d'1 million de mines, des clôtures électriques et près de 2 millions de soldats, essayer de la franchir est un véritable suicide. En surface, la DMZ est une ligne de démarcation presque impénétrable. Mais sous terre, le Nord a secrètement creusé au moins 4 tunnels d'invasion vers le Sud. Taillés dans le roc, ils sont assez grands pour permettre à 10 000 soldats nord-coréens par heure de s'infiltrer derrière les lignes ennemies. Certains sont même assez larges pour laisser passer un tank. Ces tunnels ont été découverts avant d'avoir pu être achevés, mais il pourrait y en avoir encore au moins 16 le long de la zone démilitarisée. La DMZ permet à la Corée du Nord de maintenir sa population cloîtrée à l'intérieur du pays et coupée du reste du monde. Elle est très aveugle? Complètement aveugle. À l'hôpital, plus de 1000 patients issus des milieux les plus divers ont été choisis par le gouvernement pour consulter le docteur Ruit. Parmi eux, nous rencontrons une vieille femme qui est aveugle depuis 7 ans. Son gendre l'a amenée aujourd'hui passer un examen préliminaire. Elle est complètement aveugle de l'œil droit et ne voit pratiquement plus rien du gauche. Non? Vous ne voyez pas la main? L'équipe du docteur Ruit examine tous les patients pour s'assurer que leur cécité est bien due à la cataracte. La cataracte est une opacification du cristallin, un peu comme une fenêtre qui jaunit ou se couvre de givre. Avec le bon équipement, il est facile de retirer le cristallin malade pour le remplacer par une lentille en plastique transparent. Le docteur Ruit est prêt à opérer. Avec son matériel moderne et son savoir-faire, la procédure est simple et rapide. Il ne faut que quelques minutes pour remplacer chaque cristallin. Mais avec plus de 1000 patients qui attendent, l'équipe va devoir opérer plus de 100 personnes par jour. Dans les pays développés, il est rare que la cataracte devienne si avancée qu'elle entraîne la cécité, surtout chez les jeunes. Ici, du fait de la médiocrité des soins et probablement de la malnutrition, l'incidence est jusqu'à 10 fois plus élevée qu'en Occident. Les jeunes comme les vieux sont touchés. Cette femme n'a que 35 ans et sa cécité l'a empêchée de se marier. Celle-ci est complètement dépendante de son mari depuis des années. La demande est énorme, mais ici, la cataracte n'est qu'une petite partie du cauchemar humanitaire. Le médecin allemand et militant des droits de l'homme Norbert Wollertzen a travaillé en Corée du Nord pendant plus d'1 an. Il a filmé l'état déplorable du secteur médical. Des vieilles tables d'opération tachées de sang, des bouteilles de bière en guise de perfusion, pas d'antibiotiques ni d'anesthésie. Bien sûr, le gouvernement vous dira que tout est gratuit. Mais ce n'est pas vrai, puisque rien n'est disponible. Il n'y a ni médicaments, ni eau courante, ni savon dans les hôpitaux.
Mais c'est le manque de nourriture et ses effets sur les enfants qui l'ont le plus fortement marqué. Quand je travaillais en Corée du Nord, j'ai vu beaucoup d'enfants qui mouraient de faim. J'en ai vu mourir entre mes mains parce qu'il était trop tard. Les soins d'urgence ne servaient plus à rien car l'enfant était déjà mourant quand j'entrais dans la pièce. Je me sentais totalement impuissant. Au milieu des années 1990, les catastrophes naturelles et la mauvaise gestion du gouvernement ont entraîné une famine qui a tué jusqu'à 3 millions de personnes, environ 10% de la population. L'une des pires famines du siècle, au cœur de l'Asie de l'Est, une région pourtant prospère. Aujourd'hui, près de 40% des enfants souffrent de malnutrition chronique. En moyenne, un garçon de 7 ans fait presque 20 cm et 10 kg de moins en Corée du Nord qu'en Corée du Sud. Les dégâts osseux sont irréversibles. On les appelle la génération chétive. C'est tragique. C'est la même race, le même peuple, le même régime alimentaire de base. Donc tout cela est dû à la malnutrition. Peu enclin à demander de l'aide au monde extérieur, Kim Jong-il a expulsé les travailleurs humanitaires. Progressivement, il a isolé son pays d'une grande partie du monde, coupant même les communications avec son voisin du Sud. Cette pièce, dans la zone démilitarisée, est l'un des seuls endroits où les Nord- et Sud-Coréens peuvent se rencontrer. Une porte s'ouvre du côté sud, l'autre du côté nord. Ils se tiennent pour éviter d'être tirés de force de l'autre côté de la frontière. Les deux côtés ont accès à la pièce. Mais bien qu'ils ne soient séparés que par une vitre, les réunions sont rares. Essayer de transmettre un simple message montre combien les relations se sont détériorées. Aujourd'hui, les forces conjointes américano-sud-coréennes ont un message à faire passer à leurs homologues du Nord, à quelques mètres seulement. Une ligne téléphonique est censée relier les deux côtés. Pour appeler, on utilise un téléphone à cadran russe de 1962, fourni par les Nord-Coréens dans les années 80. Apparemment, ce n'est pas un bon jour pour appeler la Corée du Nord. Mais il y a une méthode infaillible. Répondez au téléphone, nous avons un message à transmettre. 전달할 통지문이 있으니 전화를 받아주시기 바랍니다. Nous avons un message, nous allons vous le lire. 전달할 통지문을 지금부터 읽겠습니다. Au colonel Kwak Yong-un, Armée populaire de Corée. Sujet, rapatriement des dépouilles. Les forces sud-coréennes ont trouvé le corps d'un soldat nord-coréen charrié par les eaux après un récent orage. Conformément au paragraphe 13 Foxtrot, Ils veulent rendre son corps ainsi que plus de 50 autres qui datent de la guerre de Corée et appartiendraient au Nord. vous n'avez pas répondu à notre proposition de rencontre le 26 juillet. Ils ont déjà essayé de contacter les Nord-Coréens à ce sujet. Je vous propose une réunion dans la salle de conférence de l'armistice à 14h pour organiser le rapatriement de tous les corps. Signé, colonel John W. Towers, secrétaire. Aujourd'hui encore, la seule réponse est le silence. De toute évidence, les Nord-Coréens répondent seulement quand Kim Jong-il le leur dit. Et jusqu'à présent, pour nous aussi, la communication avec nos guides a été difficile. Prétextant que cela fait partie de nos recherches médicales, je les pousse depuis quelque temps à nous laisser visiter une patiente chez elle. À ma grande surprise, il me donne soudain le feu vert.
La femme que nous allons voir vit au 6e étage d'un immeuble du centre de Pyongyang. Puisqu'on m'a dit que j'étais le seul citoyen américain dans le pays, je suis heureuse mais un peu étonnée qu'ils aient accepté. Quel bel appartement! 6 guides officiels surveillent nos moindres faits et gestes. Mais c'est une occasion rare de visiter un foyer nord-coréen. Comme les autres habitants de Pyongyang, il s'agit d'une famille privilégiée. Cette femme vit ici avec 4 personnes, dont ses 2 petites filles. La première chose que je remarque, c'est l'absence de photos de famille. En revanche, il y a une multitude d'images représentant le cheerleader et son père. Parmi ces photos, laquelle est votre préférée? Elles sont toutes nos préférées. D'accord, bien sûr. Et une fois encore, nous sommes priés de filmer le cheerleader avec précaution. D'ici à là. Qu'est-ce qui se passe si on ne le prend qu'à moitié? Pourquoi pas? Non? Nous ne sommes pas censés demander pourquoi, juste nous asseoir pour être divertis par l'une des petites filles. Nous voulions parler aux gens, mais sous l'œil vigilant de nos guides, voilà ce à quoi nous avons droit. Bravo! Enfin, nous pouvons nous asseoir avec la famille et poser quelques questions. Est-ce que la vie est dure pour votre mère du fait de sa cécité? Le gendre répond sans hésiter. Le plus dur pour ma belle-mère, c'est de ne pas pouvoir voir Kim Jong-il, le cheerleader. Pourquoi est-ce que vous tenez tant à le voir? Mes enfants et moi, nous vivons heureux grâce à l'honneur de notre grand leader. Alors je veux le voir, même un tout petit peu, pour pouvoir le remercier. Elle est visiblement émue. Mais ce qui me surprend, c'est que tout le monde l'est aussi. Elle pleure, même ce guide officiel. En l'écoutant, je me suis mise à pleurer. Si notre nation et notre leader n'existaient pas, nous ferions aussi bien d'être morts. Mon père a été tué, alors j'ai été élevée dans les bras de notre cher leader. Et maintenant, je suis membre du parti. Je me demande, est-ce que le grand leader peut faire une erreur? Est-ce qu'il peut faire une erreur? Il ne se trompe jamais? Ce qu'il dit est magique? Je ne comprends pas. Je le crois sincère quand il dit ne pas comprendre ma question. Il semble qu'il n'existe même pas de vocabulaire pour mettre en doute le cher leader. La Corée du Nord est un tout petit pays. Comment le grand leader l'a-t-il défendu contre les grandes puissances comme l'Amérique? Même si la Corée du Nord est petite, nous servons le plus grand dirigeant du monde. Notre unité est forte, plus forte que les bombes atomiques américaines. L'Amérique ne sait pas comment s'y prendre avec nous. Et tout ça, c'est parce que nous avons le général Kim Jong-il comme dirigeant de notre nation. Ça aide d'avoir des armes nucléaires, non? Alors que la conversation touche à sa fin, je me pose la question de savoir d'où vient la volonté de la Corée du Nord de tenir tête au monde entier. L'unité de notre pays est plus forte qu'une arme nucléaire, alors nous n'avons pas peur. Comment cette puissante conviction s'est-elle enracinée? L'attitude de défi de la Corée du Nord vis-à-vis du reste du monde provient d'une idéologie créée par Kim Il-sung et baptisée Juche.
Le Juche revient à dire au monde extérieur « Nous pouvons tout faire nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de vous ». Aux yeux d'un étranger, cela paraît curieux. Pourquoi faire tant d'histoires à propos de votre indépendance alors que votre peuple meurt de faim, que l'économie est inexistante, et le commerce aussi? Mais dans le contexte coréen, cette idée possède une résonance profonde. Parce que l'histoire de la Corée est celle d'une série d'invasions et d'abus de la part des grandes puissances. Les Nord-Coréens ont voulu renverser le cours de l'histoire en disant « Nous n'allons plus nous laisser faire ». Pour eux, c'est profondément émouvant de penser que quelqu'un peut avoir le courage de se dresser comme ça. Kim Il-sung s'est servi du Juche pour diriger la Corée du Nord pendant près d'un demi-siècle et donner de lui l'image d'un père de la nation. Il a régné d'une main de fer en exerçant un pouvoir absolu. À sa mort en 1994, il a laissé derrière lui une nation traumatisée. Au fil du temps, Kim Jong-il s'est servi du Juche pour unifier son peuple contre toute chose étrangère, surtout durant les temps difficiles comme la famine. Ce qui ne l'empêche pas de s'offrir à lui-même de luxueuses importations. Il possède une collection de 20 000 films, une flotte de plus de 100 limousines importées, et à une certaine époque, il était le plus gros client du cognac Hennessy au monde. Il continue de se servir de la doctrine d'autosuffisance du Juche pour justifier son autorité et écraser toute dissidence. Pour se maintenir au pouvoir, il s'appuie notamment sur des camps de concentration destinés à terrifier la population. Des endroits comme celui-ci, un camp de travail mesurant 50 km sur 40 et simplement baptisé numéro 22, sont éparpillés dans tout le pays. Ces camps peuvent faire la taille d'une petite ville. Le numéro 22 abriterait jusqu'à 50 000 prisonniers. Beaucoup de ceux qui y entrent n'en ressortent pas vivants. Han Myong-chol était garde au camp numéro 22. Il a fui la Corée du Nord par la Chine et il est l'une des rares personnes à pouvoir apporter son témoignage. Les photos satellites sont les seules images qui existent de son camp, mais Han se souvient de chaque détail. Pendant notre formation de garde, on nous disait de ne pas penser aux prisonniers comme à des êtres humains. À l'instant où vous entrez dans un camp nord-coréen, vous n'êtes plus humain. Si vous pensez l'être, il vous est impossible de survivre. Han a vu ses collègues frapper et même abattre des prisonniers pour des délits mineurs comme chercher des souris à manger. La pénurie de nourriture était permanente. Je me souviens avoir vu des enfants se battre pour un grain de maïs qu'ils avaient trouvé dans une bouse de vache. La vache avait mangé du maïs, les enfants se sont battus pour lui. Pour finir, ils l'ont lavé dans l'eau et ils l'ont mangé. Le numéro 22 est un camp familial. Les gens qui s'y trouvent n'ont pas commis de délit, mais ils sont les parents de personnes accusées d'en avoir commis. Se plaindre à un ami de la ration du mois ou faire quoi que ce soit qui puisse être considéré comme une critique du régime suffit pour que votre famille tout entière, enfants, parents, cousins, soit envoyée à perpétuité au camp numéro 22. Les gens ne savaient pas pourquoi ou comment ils s'étaient retrouvés là. Mais ils finissaient par mourir d'épuisement au travail ou de maladie, sans jamais de toute leur vie mettre un pied hors de cet endroit. Les camps sont un élément clé de la mainmise du régime sur le pouvoir. La Corée du Nord ne peut pas exister sans les camps de prisonniers. Elle s'effondrerait.
La chose la plus importante dont le pays a besoin, c'est un moyen de faire peur à son peuple. Les camps, surtout ceux comme le numéro 22 qui abrite les familles des accusés, garantissent la loyauté de la population envers le régime. Et lorsque quelqu'un essaye de faire défection, sa famille risque souvent la mort ou l'emprisonnement. Malgré le prix à payer, beaucoup sont si désespérés qu'ils tentent quand même de fuir. La plupart passent par la Chine, qui partage une longue frontière avec la Corée du Nord. Depuis des années, surtout depuis la famine à la fin des années 1990, des missionnaires et des passeurs rémunérés font sortir des gens prêts à tout, comme cette femme qui est passée en Mongolie à la faveur de la nuit avec son bébé. Comme elle, des dizaines de milliers de réfugiés nord-coréens passent par la Chine. Beaucoup s'adressent au pasteur Chun, un Sud-Coréen vivant à Séoul, qui risque sa vie pour les conduire vers la liberté. Avant que le groupe prenne le départ, je leur dis quelles parties du trajet sont dangereuses et à quoi faire attention. Ils peuvent être envoyés dans un camp de prisonniers ou exécutés. Donc, tout le monde est très nerveux et très effrayé. On ne peut jamais savoir si on va être arrêté par la police chinoise ou abattu en franchissant la frontière. Certains poursuivent ensuite le voyage vers la Corée du Sud ou ailleurs, mais ceux qui restent en Chine vivent en marginaux et risquent à tout moment d'être renvoyés en Corée du Nord. Si des milliers de réfugiés ont réussi à fuir par la Chine, seule une poignée est parvenue à traverser la zone démilitarisée pour passer directement en Corée du Sud. L'un des rares à y être arrivé est un étudiant de 25 ans qui vit aujourd'hui à Séoul, Ju Sung-il. Personnellement, je pense que j'ai réussi parce que j'étais guidé par une main invisible, grâce à la volonté de Dieu. Il était garde dans un poste de diffusion de la propagande du côté nord-coréen de la DMZ. Mon poste n'était pas facile à obtenir. Il exigeait une loyauté et une croyance extrêmement forte dans le système. Et aucune erreur n'était tolérée. Une nuit, un soldat travaillant sous ses ordres diffuse un message erroné. Il annonce à l'ennemi que le lendemain est un jour férié en Corée du Nord. Si j'étais resté, j'aurais couru un grave danger. Je pense que mes chances de survie étaient nulles. Avant qu'on puisse venir les arrêter, Joe et son ami décident de fuir par la seule voie possible, à travers la DMZ. Ils droguent les autres gardes et atteignent une série de clôtures électriques destinées à empêcher quiconque de quitter le pays. Joe a un plan pour dévier le courant suffisamment longtemps pour leur permettre de passer, mais il n'est pas sûr que ça va fonctionner. J'avais déjà travaillé sur des clôtures électriques, mais je n'étais pas certain de maîtriser les choses, alors j'avais peur. Il monte une perche en plastique spéciale qu'il a volée dans le hangar au matériel. Puis il se déshabille pour pouvoir se glisser sous la clôture plus facilement et enveloppe l'extrémité de la perche au cas où l'électricité passerait dans le manche. Il doit accrocher la perche dans les clôtures pour dévier temporairement le courant dans le sol. Le moindre faux mouvement peut être fatal. Une fois le passage du courant interrompu, la perche ne peut tenir que 2 ou 3 minutes. Après cela, on peut facilement être électrocuté, donc on devait faire très attention. Il se sert de bouts de bois pour soulever la clôture. J'entendais encore le courant passer. Pas à pas,
il traverse prudemment l'un des plus grands champs de mines du monde. Enfin, il arrive en Corée du Sud et se livre à un poste de garde. J'avais une existence privilégiée dans cette société, mais je n'en veux plus. Il y a une valeur essentielle qui manque là-bas, et c'est la liberté. Je peux dire que le Nord ne me manque pas, parce qu'il n'y a pas de liberté. Mais le prix à payer est extrêmement élevé. Quand on lui demande ce qui est arrivé à sa famille après sa défection, la réponse est lourde de sens. Je préfère ne pas en parler. C'est notre dernier soir en Corée du Nord et le docteur Ruit travaille tard pour atteindre son objectif, opérer 1 millier de patients. Il croit en l'engagement humanitaire dans tous les pays du monde, quelle que soit leur politique. Les Nord-Coréens ont 2 yeux, comme vous et moi. Ils ont une bouche, ils ont des dents. Le monde entier doit comprendre qu'en Corée du Nord, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de notre amour. Si tout va bien, demain les patients retrouveront la vue. Mais la manière dont ils verront le monde sera peut-être différente de ce que nous attendons. À l'hôpital, les patients attendent que le docteur Ruit enlève leurs bandages. Il a atteint son but en opérant plus de 1000 malades. Mais ils ne savent toujours pas s'ils pourront voir. La plupart étaient aveugles depuis des années, certains d'un œil, d'autres des 2. Le docteur Ruit est optimiste. Nous avons pratiqué un peu plus de 1000 opérations et toutes se sont très bien passées. Aucune infection. Sur ce plan-là, tout va bien. Si tout se passe bien, dès que les bandages seront enlevés, les gens verront immédiatement. Le moment de vérité arrive pour une femme de 23 ans. Venue avec son père, elle est complètement aveugle depuis des années. Demandez-lui d'ouvrir les yeux. Est-ce qu'elle peut me toucher le nez?